Quand la fraternité devient-elle ingérence? Cette interrogation profonde a électrisé la Caraïbe, une nuit épaisse, saturée d'électricité, de promesses et de tensions. Sous les palmiers de Kingston, l'air vibrait d'espoir, mais aussi d'incertitude, alors qu'une foule dense attendait, suspendue, de voir l'histoire surgir devant elle. Dans ce décor chargé de symboles, chaque détail semblait annoncer un basculement. Les rues étaient décorées de bannières multicolores, les stands de nourriture proposaient des plats fusionnant les saveurs africaines et caribéennes, et des enfants, les yeux brillants d'anticipation, tenaient de petits drapeaux, rêvant d'un avenir où l'unité ne serait plus un simple slogan. Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, honorait la cérémonie de sa présence. La scène, baignée de lumière, était prête pour un moment historique. Mais son discours n'a pas seulement célébré l'amitié afro-caribéenne, il a dénoncé, frontalement, la persistance des tutelles politiques et la fragilité de la souveraineté. Ces mots, nets comme l'éclair, ont fendu la nuit, laissant la foule oscillant entre admiration fiévreuse et malaise brûlant. Prenons un exemple concret. Lors de son allocution, Traoré a rappelé comment, au fil des décennies, plusieurs nations africaines, après l'indépendance formelle, sont restées dépendantes économiquement de leurs anciens colonisateurs. Il a évoqué les accords de coopération, souvent signés sous pression, qui limitaient l'autonomie réelle des États. La Jamaïque, selon lui, risquait le même sort si elle ne restait pas vigilante. Cette mise en garde a immédiatement réveillé des souvenirs douloureux, comparables à ceux de la conférence de Berlin, où, au XIXe siècle, les puissances européennes avaient partagé l'Afrique sans consulter les peuples concernés. Dans le halo des projecteurs, une question a éclaté. Qui peut définir la liberté d'un peuple? Est-ce le frère qui parle plus fort ou celui qui résiste, calme et ferme? Derrière ce choc de conviction, ce sont la dignité nationale, la cohésion du peuple et l'image de la Jamaïque sur la scène mondiale qui se sont trouvées précipitées dans l'arène. On pourrait comparer ce dilemme à celui vécu par l'Inde lors de la décolonisation, quand Gandhi a prôné la résistance pacifique face à ceux qui réclamaient une rupture brutale. Chaque pays, chaque peuple, doit inventer sa propre manière d'affirmer sa souveraineté, et il n'existe pas de réponse unique. Les conversations se sont embrasées autour du stade. Chacun sentait que, cette nuit-là, tout avait basculé. Quand l'unité vacille, le danger n'est pas seulement politique. Ce sont le temps, l'honneur et l'avenir d'un pays qui se retrouvent suspendus à une poignée de phrases. Un simple mot peut faire basculer des décennies de confiance, tout comme cela s'est produit, par exemple, entre le Ghana et le Nigeria dans les années 1970, lorsque des tensions diplomatiques ont menacé les liens régionaux. Pour saisir comment ce face-à-face a pu fissurer les certitudes et redessiner l'émotion collective, il faut revenir au contexte de cette soirée où tout a vacillé. L'histoire n'est jamais linéaire, et chaque événement s'inscrit dans une chaîne longue de décisions, de blessures passées et d'attentes déçues. Revenons donc aux heures qui ont précédé le choc, pour comprendre les forces en présence et le poids du passé. Rien, ce soir-là, n'était laissé au hasard. Ce qui devait unir rouvre les plaies. Dès que le président Ibrahim Traoré pose le pied sur le sol jamaïcain, Émancipation Park s'embrase d'émotion. Accueilli comme le fils longtemps égaré de la diaspora, il incarne le retour d'un frère. Les drapeaux africains et caribéens se mélangent, la foule chante, l'instant semble suspendu, chargé d'espoir et de fraternité retrouvée. On songe à ces scènes de retrouvailles à Gorée, au Sénégal, où, régulièrement, des descendants d'esclaves venus des Amériques reviennent marcher sur l'île, renouant avec leurs racines dans une émotion palpable. Pourtant, sous la liesse, les cicatrices anciennes affleurent. L'esclavage, la colonisation, ces blessures partagées planent sur la fête. Traoré évoque ce passé commun. Les chaînes, les cales, les siècles volés. La foule écoute, tiraillée entre fierté et amertume. C'est un peu comme lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage en Martinique, où la joie de la liberté retrouvée se mêle toujours à la mémoire des souffrances endurées. D'abord, l'unité triomphe. Les discours célèbrent la Renaissance, la bravoure des peuples noirs qui refusent l'oubli.
Les acclamations éclatent quand Traoré proclame que la liberté n'est pas un mythe, mais une lutte de chaque jour. Ce soir-là, Jamaïque et Burkina Faso semblent marcher ensemble vers un futur affranchi. On se rappelle l'esprit du mouvement des non-alignés, quand des pays d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes cherchaient à inventer un chemin indépendant des grandes puissances. Puis, le ton change. Traoré lance une question qui glace. La Jamaïque est-elle vraiment indépendante ou demeure-t-elle sous influence étrangère? Les mots résonnent, bousculent. Il parle de lois dictées de l'extérieur, de décisions imposées. Les applaudissements faiblissent, des regards se ferment. L'ambiance se tend. À cet instant, la scène ressemble à celle du sommet de Bandung en 1955, où le débat sur la vraie indépendance faisait rage parmi les nouveaux États. Dans la foule, certains perçoivent une remise en cause de leur souveraineté. D'autres saluent cette franchise. Enfin, quelqu'un ose briser le silence. Mais la tension monte. Ce qui devait être une fête devient le miroir brutal de blessures jamais refermées. C'est le paradoxe de la mémoire collective. Elle unit autant qu'elle divise. D'un coup, le risque est immense. Le lien afro-caribéen menace de se rompre, les vieilles méfiances remontent. Chacun doute de la solidité de sa liberté. L'équilibre fragile entre mémoire et avenir vacille, exposé aux yeux du monde. Il suffit de se pencher sur l'histoire des relations entre Haïti et la République dominicaine pour comprendre à quel point la fraternité peut être minée par des non-dits et des blessures non cicatrisées. Alors que la tension s'installe, le Premier ministre jamaïcain doit répondre publiquement. Son intervention pourrait tout apaiser ou précipiter la fracture. Dans l'histoire contemporaine, on retrouve ce dilemme lors de la crise de Suez en 1956. Quand Nasser a dû choisir entre dialogue et confrontation face aux puissances occidentales. Quand le respect croise la franchise, une nation entière retient son souffle. Les paroles du président Traoré n'ont pas seulement franchi l'Atlantique. Elles ont allumé une tempête, numérique et émotionnelle, sur l'île jamaïcaine. En l'espace de quelques heures, les réseaux sociaux se sont embrasés. 2 hashtags rivaux dominaient. L'un applaudissait la sincérité du Burkina Faso, l'autre réclamait le respect dû à la Jamaïque. Chacun revendiquait sa vérité, et partout, la question de la souveraineté s'ancrait dans les discussions quotidiennes, bien au-delà de Kingston. Des vidéos d'opinion circulaient, des débats radiophoniques s'enflammaient, rappelant les journées fiévreuses suivant le référendum pour la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni. Au sommet de l'État, c'était le silence qui régnait. Pendant près de 48 heures, le Premier ministre a pesé chaque mot, balançant entre les exigences d'une riposte ferme de ses conseillers et une société divisée entre fierté blessée et remise en question. Les anciens réclamèrent la défense de l'honneur. La jeunesse, elle, demandait une introspection. Le fossé générationnel s'élargissait, menaçant la cohésion nationale. C'est un schéma classique. Lors de la crise de mai 1968 en France, le pouvoir hésitait de la même façon entre répression et ouverture, face à une société fracturée. Enfin, le chef du gouvernement s'est exprimé à la télévision, en direct. Son regard était ferme, sa voix maîtrisée. Il a rappelé les épreuves traversées par le peuple jamaïcain, l'esclavage, la colonisation, les désastres naturels, la corruption. Notre démocratie ne nous a jamais été offerte, a-t-il déclaré. Nous l'avons forgée, génération après génération, à force de volonté et de lutte. Ce discours a marqué les esprits. Le Premier ministre n'a pas plié sous la provocation, mais il n'a pas éludé le débat. Il a souligné la différence fondamentale entre recevoir la solidarité d'un frère et accepter la condescendance. Notre indépendance, a-t-il martelé, ne se résume pas à un drapeau. Elle vit dans notre capacité à choisir notre propre route, même sous le regard du monde. Les réactions n'ont pas tardé. Beaucoup, en Jamaïque et ailleurs, ont salué la retenue du leader, y voyant la preuve d'une maturité politique et d'une force tranquille. D'autres ont dénoncé un manque de fermeté, y lisant le symptôme d'une dépendance encore présente vis-à-vis de l'extérieur. Le débat sur la souveraineté réelle, sur la faculté du pays à dessiner son destin sans influences étrangères, a surgi avec une intensité nouvelle.
On a revu ce schéma lors de la crise guadeloupéenne de 2009, où la population exigeait une autonomie réelle, au-delà des symboles. La Jamaïque se retrouvait à la croisée des chemins. Comment préserver son unité, sa légitimité et sa réputation, alors que la moindre faille pouvait coûter cher dans la région? Le risque de perdre la confiance de la jeunesse ou de voir son image ternie auprès des voisins planait sur chaque choix. On peut faire ici un parallèle avec les choix difficiles de la Tunisie après le printemps arabe, partagés entre ouverture démocratique et maintien de la cohésion nationale. Pourtant, cette crise n'a pas brisé le pays. Au contraire, elle a ravivé une question essentielle. La souveraineté est-elle un héritage figé ou un combat perpétuel? Les mots de Traoré et la réponse jamaïcaine ont lancé une onde de choc qui dépasse les frontières des îles et des continents. Les universités ont organisé des colloques, des intellectuels de Port-au-Prince à Dakar se sont saisis du débat, rappelant que la souveraineté ne se réduit jamais à une déclaration solennelle. Alors que les débats s'intensifient, une nouvelle voix s'invite dans l'arène médiatique. L'opposition politique voit dans la crise une occasion de redéfinir le leadership national. Certains politiciens proposent de renforcer les liens avec l'Afrique, d'autres plaident pour un recentrage sur les priorités locales. On assiste à une floraison de tribunes, de manifestes, de pétitions, rappelant la créativité politique qui a suivi l'indépendance de la Jamaïque en 1962. Et si la vraie bravoure se cachait dans la métamorphose discrète? Après la tempête des discours et l'orgueil blessé, la Jamaïque a surpris. Elle a misé sur l'action, loin des projecteurs. Là où beaucoup attendaient une riposte spectaculaire, le gouvernement a lancé une vague de réformes internes. Une commission pour la transparence a été créée, chargée de revisiter les liens politiques et économiques du pays. Ce choix s'inspire de l'exemple du Botswana, qui, après son indépendance, a bâti une gouvernance robuste grâce à une remise à plat de ses institutions. Les dispositifs anticorruption ont été renforcés. Pour la première fois, des forums citoyens ont ouvert la parole à la jeunesse, à la diaspora et aux voix longtemps ignorées. Chaque débat public devenait un miroir tendu à la société, invitant chacun à confronter ses contradictions, sans peur de la censure ni du rejet. Ces forums rappellent les Assises nationales du Sénégal en 2008, qui ont permis de redéfinir les priorités nationales à partir de la base. Mais le changement ne s'est pas limité au Parlement. Dans les rues de Kingston, sur les réseaux sociaux, un profond débat s'est installé. Fallait-il privilégier la solidarité africaine, coûte que coûte, ou défendre d'abord la souveraineté jamaïcaine? Les aînés rappelaient la mémoire et l'honneur. Les jeunes, eux, réclamaient des résultats tangibles, pressés de voir leur quotidien évoluer. Cette tension interne a accru les risques pour le pouvoir. D'un côté, l'avenir politique semblait suspendu au fil du rasoir, avec la menace d'une fracture ou d'un isolement international. De l'autre, la jeunesse et la diaspora, toujours plus connectées, imposaient leur propre cadence aux réformes, exigeant plus de transparence et d'action. À l'extérieur, la réponse ne s'est pas fait attendre. Certains gouvernements ont salué la retenue jamaïcaine, y voyant l'aube d'une diplomatie nouvelle, celle où les petits États imposent leurs principes, sans tomber dans la surenchère. D'autres ont critiqué cette prudence, la jugeant timide face aux blessures du post-colonialisme. Pourtant, c'est dans cette réponse posée que la Jamaïque a trouvé une forme de maturité nationale. Refuser la surenchère, c'était aussi préserver son honneur, protéger une réputation forgée au fil des décennies, et offrir un exemple aux générations à venir. Ce choix de la transformation silencieuse s'est révélé courage collectif, et non faiblesse. Le pays a privilégié la réforme, le dialogue, l'exigence éthique, là où tant d'autres auraient basculé dans la colère ou la rupture. On retrouve la même stratégie au Rwanda, qui a bâti sa reconstruction post-génocide sur la discrétion et la robustesse institutionnelle plus que sur les effets d'annonce. Mais le chemin reste fragile. Comment conjuguer fierté historique et urgence de changement? Comment s'ouvrir à l'Afrique sans perdre sa propre voix? Les questions demeurent, et le défi ne fait que commencer. Le moindre faux pas pourrait rallumer la méfiance, comme ce fut le cas lors des tensions entre Cuba et la Jamaïque dans les années 1970. Pourtant, c'est souvent dans la traversée de telles zones d'incertitude qu'une nation affirme sa maturité.
Le regard du monde s'est alors tourné vers la Jamaïque, curieux de savoir si ce pari du calme et de la réforme pouvait réellement porter ses fruits. Mais dans l'ombre des débats, un nouvel enjeu se préparait déjà. La société civile, désormais aguerrie, a commencé à réclamer des comptes, à demander des bilans réguliers des réformes, à organiser des ateliers d'éducation civique dans les écoles et les quartiers populaires. Ce mouvement rappelle la dynamique citoyenne au Maroc après le mouvement du 20 février, où la pression populaire a forcé l'État à entamer de profondes réformes constitutionnelles. L'unité sans respect n'est qu'une nouvelle forme de servitude. Cette vérité s'impose après l'affrontement verbal entre la Jamaïque et le Burkina Faso. Car si la fraternité n'est pas ancrée dans la reconnaissance mutuelle de la souveraineté, elle peut vite dégénérer en domination ou en rancœur. C'est ce qu'a montré l'histoire de l'Union soviétique avec ses républiques sœurs, où la solidarité affichée cachait souvent des rapports de force inégaux. Face à la crise, certains auraient choisi la rupture. Pourtant, la Jamaïque a surpris en initiant un dialogue renouvelé avec le Burkina Faso. Comment? En relançant des échanges culturels et éducatifs, offrant aux jeunes des deux continents des espaces pour apprendre, débattre et créer ensemble. Car seule la connaissance partagée dissipe les malentendus de l'histoire. On a par exemple organisé des conférences croisées sur les héros de la résistance anticoloniale, des ateliers d'écriture et des concours d'innovation sociale. De ces rencontres émerge aujourd'hui une alliance nouvelle. Elle n'est pas théorique. Universités jumelées, incubateurs d'entreprises, forums d'écrivains et de scientifiques africains et caribéens se multiplient. La coopération Sud-Sud devient ici une réalité tangible, portée par l'audace de la jeunesse et l'innovation. Oser, désormais, c'est construire. On peut citer l'exemple du programme Future Africa Caribbean, qui a permis à des ingénieurs des deux continents de co-développer des solutions pour l'accès à l'eau potable dans les villages ruraux. Ce mouvement oblige à repenser la citoyenneté. Dans le monde post-colonial, la liberté ne se résume pas à l'absence de chaînes visibles. Elle réclame un effort quotidien, exercer son discernement face aux influences, respecter les institutions, s'engager pour la communauté. Être libre, c'est choisir chaque jour d'agir sans écraser l'autre. Cette idée fait écho au principe de l'Ubuntu sud-africain. Je suis parce que nous sommes, une philosophie qui valorise l'équilibre entre l'individu et la collectivité. Le Premier ministre jamaïcain incarne un leadership apaisé. Sa retenue n'est pas faiblesse, mais force tranquille. Elle invite jeunes et institutions à préférer la réflexion à l'impulsion. Par l'exemple, il transmet le courage de résister aux tempêtes médiatiques et à l'orgueil facile. Il encourage aussi l'adoption de nouvelles méthodes de gestion publique, inspirées par la transparence et la participation citoyenne, à l'instar des budgets participatifs de Porto Alegre au Brésil. Une prise de conscience s'impose. L'identité ne se défend pas seulement contre l'extérieur, elle s'enrichit de l'altérité. Le dialogue entre Africains et Caribéens ne vise pas la fusion, mais la valorisation des différences. C'est dans la confrontation respectueuse que naît le progrès commun. Cette dynamique rappelle l'esprit des rencontres panafricaines où poètes et penseurs, de Léopold Sédar Senghor à Aimé Césaire, ont œuvré à la reconnaissance de la diversité comme source de richesse collective. Le vrai danger, aujourd'hui, serait de gâcher cette opportunité historique. De manquer le tournant générationnel qui pourrait refonder la coopération sur des bases équitables et créatrices. De céder au ressentiment ou au repli. Mais chaque crise porte en elle une occasion de renaissance, à saisir sans tarder. C'est ainsi que, lors de la réconciliation entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, les deux pays ont transformé leurs blessures en projets communs, du tourisme solidaire à la préservation des langues locales. Fermons ce chapitre avec lucidité, sans résignation. Ce qui s'est joué entre la Jamaïque et le Burkina Faso dépasse la controverse. C'est un appel à réinventer ensemble notre avenir collectif. Pour que ce moment ne reste pas lettre morte, il faut inscrire la souveraineté dans chaque geste du quotidien. En privilégiant les circuits courts, en soutenant les artistes locaux, en développant les technologies adaptées aux contextes régionaux, en encourageant la lecture critique des médias internationaux.
Mais cette transformation est-elle durable ou fragile? La suite dépendra de la volonté des générations à venir de dépasser les clivages hérités et d'oser une coopération authentique. Cela exige un engagement à long terme. Former les enseignants aux enjeux de la mondialisation, créer des ponts entre les startups africaines et caribéennes, promouvoir les jumelages entre villes, organiser des festivals itinérants pour célébrer la diversité. Et si la victoire véritable résidait dans l'écoute et la persévérance? Quand la tempête a grondé, la Jamaïque n'a pas choisi le vacarme ni la vengeance. Elle a opté pour une voie calme, la dignité tranquille d'un peuple sûr de ses valeurs, qui répond aux accusations non par le tumulte, mais par la constance et la profondeur. Ce choix rappelle la voie tracée par Nelson Mandela, qui a toujours privilégié la réconciliation à la revanche, même au prix de l'incompréhension momentanée. Là où d'autres auraient crié plus fort, le Premier ministre jamaïcain a préféré élever le débat. Il a rappelé que la souveraineté n'est pas un trophée à exhiber, mais une responsabilité silencieuse, façonnée chaque jour, loin des projecteurs. La force d'un pays ne se mesure pas à la puissance des mots, mais à la cohérence des actes. Chaque réforme, chaque geste de dialogue, chaque effort d'inclusion sociale pèse bien plus que les envolées oratoires. Refuser la provocation, ce n'est pas fuir le conflit. C'est choisir la maturité politique. La Jamaïque a montré que la dignité n'est pas un slogan, mais une discipline quotidienne. En ne répondant pas à l'aigreur par l'aigreur, elle a prouvé que la véritable puissance naît de la persévérance, de la réforme et de l'écoute des blessures comme des espoirs de l'histoire. C'est ainsi qu'elle bâtit une image nouvelle, inspirante pour les petites nations qui refusent la fatalité. Toute nation qui veut bâtir son avenir sans se trahir prend un risque immense, celui de rester prisonnière du bruit et de l'émotion, de manquer l'opportunité de transformer une crise en unité nouvelle. Si nous négligeons les leçons de ces instants, nous restons vulnérables, captifs de vieux réflexes, incapables d'inventer une souveraineté partagée et respectée. Pour éviter ce piège, il est crucial de mettre en place des mécanismes d'évaluation continue, observatoires indépendants, plateformes de dialogue intergénérationnel, laboratoires d'idées citoyennes. Ce débat entre le Burkina Faso et la Jamaïque rappelle que la liberté ne se conquiert pas seulement dans la rupture, mais aussi dans le respect. La dignité nationale s'affirme aussi dans la retenue que dans la révolte. Parfois, la plus grande victoire n'est pas d'avoir le dernier mot, mais d'inviter l'autre à réfléchir, à grandir, à bâtir un respect réciproque, même dans le désaccord. Ce principe, appliqué à l'échelle familiale, communautaire ou internationale, fonde la paix durable. À l'heure où le monde bruisse de tensions et de revendications, cette histoire offre une leçon précieuse. La puissance atteint son apogée quand elle s'exprime dans la justice, la patience et l'écoute profonde de l'autre. Ne laissons pas ce moment se dissoudre dans le tumulte. Saisissons-le pour redéfinir ensemble ce que veut dire être libre, souverain et digne dans un monde en perpétuel mouvement. C'est un défi permanent, mais aussi une promesse. Celle qu'un jour, la fraternité ne sera plus synonyme d'ingérence, mais d'alliance dans le respect et la créativité partagée.